Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi 11 septembre pour parler de la fin de la première semaine de compétition avec ce match tant attendu en AFC Est entre les Jets et les Bills et aussi du débriefing de tout ce qui s'est passé hier, et Dieu sait s'il s'en est passé des choses favorable pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Et pour être avec nous aujourd'hui, j'accueille tout d'abord Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, ça va très bien. Bonsoir à tous et à toutes nos free agents. Et on accueille un rookie. Alors t'es rookie aussi Seb, mais t'es avec nous dans les previews depuis déjà un mois, alors j'ai déjà l'impression que t'es un vieux de la vieille. Un rookie, c'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut tout le monde, salut Flavien. Ça va Eh super. ben, Comme un lundi soir de c'est football. ça, c'est déjà une bonne chose. On vous invite tous, bien évidemment, à réagir dans le chat, à venir parler avec nous, à parler entre vous aussi, à nous poser vos questions sur le match de ce soir ou sur ce qui s'est passé hier. On y répondra pendant l'émission. J'en profite aussi pour remercier Yaya et Bertrand qui étaient avec toi, Seb, hier pour la qualité du live de Red Zone. Rappelez que l'on retrouve Yaya, Bertrand et Seb pour la plupart du temps les dimanches à 17h30 pour toute la preview de la Red Zone, et que moi je vous retrouve le jeudi et le lundi à 21h. Évidemment, Yaya et Bertrand qui ne sont plus là, hein, puisqu'ils sont en dépression depuis le match de cette nuit, hein, comme notre chef Charles, qui ont décidé de changer d'équipe probablement Je suite. pense qu'on peut leur présenter toutes nos condoléances. Voilà, autant vous dire que la team TFA aujourd'hui, bon, les Giants ont perdu, donc on essaye de faire profil bas parce que bon, nous on s'en fiche. Tous ceux qui sont là, on s'en fiche. Mais bon, on essaye de pas trop faire des fiers. Bon, enfin, on s'en fiche, on s'en fiche. Arthur est fan des Oh non. Bengals et Dieu sait si on va en parler aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que les Giants qui ont bugué hier soir. On est donc toujours avec Seb et avec Arthur pour débriefer cette première semaine de compétition en NFL. On va pouvoir retrouver tous les résultats, tous les faits marquants. C'est la nouveauté de ce live du lundi qui sera retrouvé en podcast à partir de mardi matin. On va essayer de débriefer un peu tout ce qui s'est passé pendant ce dimanche de NFL de manière assez rapide, mais tout de même, hein, en rigolant sur nos équipes respectives quand on en a l'occasion. Bon, là, on n'a pas de Giants avec nous, mais bon, pas grave, on a un fan des Bengals, ce sera déjà pas mal, on va s'en contenter. Euh, on, a on va donc essayer de débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé en NFL avec, on a pris une méthodologie top-flop, hein, donc 3 tops, 3 flops, et vous discuter autour de ces différents moments qui se sont déroulés. On commence par les tops, par les bonnes choses qui se sont passées, et n'hésitez pas dans le chat ou en commentaire des podcasts sur les réseaux sociaux à nous donner votre fait marquant, ce qui vous a le plus surpris, le plus marqué dans cette première semaine de compétition. Pour le premier top, on va partir du côté de Minnesota, mon cher Seb, parce que les Vikings ont chuté hier de manière assez surprenante. Ils ont chuté contre les Bucks. Les Buccaneers compromettaient un avenir peu radieux, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la perte de Tom Brady. Et pourtant, des Buccaneers qui se sont imposés. Alors, l'an dernier, à de nombreuses reprises, on avait quand même eu des Vikings assez poussifs qui avaient gagné au dernier moment. Est-ce que finalement, la défaite d'hier, c'est pas une manière de se dire, c'est ce qui devait arriver l'an dernier, mais qui arrive finalement cette année, quoi. Est-ce que c'était pas toujours sur la corde raide? Et ben là, c'est passé du mauvais côté. Eh ben, c'est pas impossible. J'ai lu de part et d'autre la question, est-ce que les Vikings ont perdu la magie de la victoire dans les matchs serrés? Parce qu'en 2022, c'était quand même 11 matchs gagnés par moins d'un score. Euh, je pense que c'est une série qui devait s'arrêter, ou du moins, pas une série, mais un état de fait qui devait s'arrêter à un moment ou à un autre. On ne peut pas rester chanceux, entre guillemets, de cette manière très longtemps. Les 3 turnovers de Kirk Cousins en première mi-temps
les ont pas aidés non plus. Hein. 2 fumbles et une interception devant l'end zone de Tampa Bay. Justin Jefferson est resté bon avec 150 yards en 9 réceptions. Ils perdent de leur centre Garrett Bradbury qui se blesse au dos pendant le match et qui a déjà manqué 5 matchs la saison passée pour la même raison. Ce qui leur a fait mal, c'est surtout les touchdowns encaissés avant la mi-temps et juste après, parce qu'ils ont une défense qui encaisse 242 yards seulement, c'est pas déshonorant, mais qui ne parvient pas à faire les stops quand il faut, avec notamment, il y a un drive de 9 minutes des Bucks en début de troisième quart-temps. Tu peux pas laisser ta défense aussi longtemps sur le terrain, quoi qu'il arrive. À un moment, tu le payes. Donc, effectivement, on a déjà dit que Minnesota, c'était une équipe qui était en fin de cycle. C'est peut-être un peu trop tôt pour aller jusque-là. Et en ce qui me concerne, enfin moi, Minnesota, je les mets dans mes flops de la semaine, hein, de cette week. Oui, ce qui est d'autant plus frappant, et c'est là que ton analyse est particulièrement juste, c'est que si tu prends les statistiques individuelles, par exemple Nico nous dit dans le chat que Baker Mayfield était chaud, et tu prends les stats de Baker Mayfield, il est à 21 sur 34, 173 yards, 2 touchdowns, aucune interception, un rating de 94. Il est bon, il a été efficace, il a été bon quand il le fallait, mais il n'a pas fait une performance exceptionnelle non plus. Attention, mais Field en première mi-temps, jusqu'au 2-minute warning, il est 3 sur 11 pour 12 yards. Hein. C'est ça. Non, mais c'est des stats qui reviennent de loin. Hein, C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est. Alors que tu prends Kirk Cousins, il est à 33 sur 44, 344 yards, 2 touchdowns, une interception, un rating de 102.8. Donc tu vois, finalement, même chose, tu prends Justin Jefferson, 9 réceptions, 150 yards, Addison, 4 réceptions, 61 yards, un touchdown. Enfin, tu te dis comment ils ont pu perdre, quoi. C'est un petit peu. Oui, quand tu prends la feuille une de défaite stats, en trompe-l'œil, quoi. Voilà, tu te dis comment ça se fait. Donc c'est pour ça que je les mets vraiment en flop pour cette semaine. Et pour autant, je mets pas les Buccaneers en top. Les Buccaneers, j'attends vraiment de voir le niveau. J'ai déjà dit à plusieurs reprises pendant nos previews, nos podcasts, etc., que je les voyais comme une équipe qui allait vraiment jouer le bas de tableau. Je ne crois pas en Baker Mayfield. La situation avec Mike Evans, même si ça a l'air de s'être pacifié. C'est-à-dire que Mike Evans a été professionnel ce week-end. Oui. Tu vas quand même pas me dire que ça te pourrit quand même un petit peu une ambiance dans un club. Attendons comment ça va se passer, que les Bucks profitent de leur victoire, parce que je suis pas sûr que l'avenir leur donne raison. Hein. Et on peut noter au passage que la NFC Sud a été en force cette semaine avec 3 victoires pour les clubs de cette division si mauvaise selon certains. Est-ce que Arthur... Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est le foutoir. Cette division, c'est différent. pour terminer sur les Vikings, est-ce que ce qui leur a manqué finalement, c'est pas Dalvin Cook? Parce que quand on regarde le jeu de course, c'est 17 courses, 41 yards hier soir. Il va falloir qu'ils trouvent un palliatif, hein, effectivement. Si cette tendance devait se prolonger, ils vont avoir un très gros problème s'ils ne trouvent pas un palliatif au jeu de course ou au moins un comité à faire tourner pour être un minimum efficace. Autre surprise, on nous demandait le résultat le plus surprenant dans le chat et je reviendrai sur cette question à la fin parce que je garde ce petit bonbon pour la fin de l'émission. Les Rams qui se sont imposés contre les Seahawks de Seattle, je sais que Yaya doit sauter sur son fauteuil puisqu'il nous a toujours dit qu'il ne croyait pas en les Seahawks à une deuxième bonne saison des Seahawks. Les Rams qui ont non seulement battu les Seahawks mais qui les ont même giflé 30-13, notamment avec une deuxième mi-temps complètement indigente de la part de l'attaque des Seahawks de Seattle. Arthur, est-ce que c'est un résultat qui te surprend, cette victoire des Rams, privée de Cooper Kupp, rappelons-le? Alors, totalement. Je suis sûrement dans les premiers à les enterrer, les Rams, mais non, je croyais aux Seahawks. Et non, en plus, les Rams, il manque leur receveur, leur receveur principal, Cooper Kupp. C'est une drôle de victoire. C'est inattendu et tout aussi belle, sachant que personne ne l'attendait. Avec notamment un Puka Nacua, le rookie, qui termine à 119 yards, 10 réceptions, 119 yards.
c'est quand même assez impressionnant. Je vous avais dit qu'il allait step up, Pokenquoi. Je vous l'avais dit qu'il allait step up. Non, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, de toute façon, se mette en avant, puisque, effectivement, sur le papier, les Rams sans Cooper Cup, c'est quand même, je pense, 30% du rendement offensif qui fout le camp. C'est surtout la manière qui est surprenante de cette victoire. Une fois de plus, les Rams, c'est quand même une équipe dont on a tous été d'accord pour dire qu'elle allait jouer pareil le fond du baril. Et effectivement, il y a une deuxième mi-temps qui est totalement indigente de la part de Seattle, et puis qui en plus est couronnée avec une faute personnelle de DK Metcalf et une de Quandre Diggs en fin de Alors, match, si vous qui avez, si finissent vous par avez faire pas vu, imploser les Seahawks. Incroyable. Si vous n'avez pas vu celle de Nick Metcalf, elle vaut son pesant de cacahuètes quand même. Hein. Parce que la faute personnelle, elle est quand même. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a pris? Limite, c'est du sabordage, mais voilà, rien que pour le sabordage, quelque part, c'est beau. Tu vois, t'as l'impression que le type, il a mis un bâton de dynamite au fond du navire, et tant qu'à faire de couler, autant le faire avec style. Si c'est c'est pareil, si c'est la tendance de leur saison à Seattle, ben là, je vais être obligé de dire à Yaya, tu avais raison. Oui, c'est assez net, effectivement. Et en plus, ouais. Seattle perd Charles Cross et Abraham Lucas sur la ligne. Et ça va faire mal. Hein. Oui. Très mal. Ça commence à faire beaucoup. On passe à ce qui a été sans doute le match de la soirée, le duel entre les Chargers et les Dolphins. Nos amis de Beansport ont eu le nez creux quand même, hein, en allant chercher ce match-là en intégralité à 22h, parce que on s'attendait à un match spectaculaire, on s'attendait à un match offensif. C'est un match qui a terminé avec 70 points, 36-34 pour les Chargers. Ça a été un chassé-croisé sans arrêt entre l'attaque de Miami et l'attaque de Los Angeles. Los Angeles qui s'est reposé notamment sur le jeu au sol avec un duo Eclair Kelly, 234 yards au sol gagnés par les Chargers. Côté Dolphins, c'est passé surtout par Tua Tagovailoa qui n'a jamais été saqué dans le match, donc on est content pour sa santé, mais surtout par Tyreek Hill. Tyreek Hill, 11 réceptions, 215 yards, 2 touchdowns. La question, Arthur, est-ce que Tyreek Hill est déjà parti sur la route des 2 milliards pour sa saison? Ça va être dur, mais possible. On connaît tous le talent de Tyreek Hill. De plus, si Tua Tagovailoa est en forme, sachant qu'il a passé toute l'intersaison à s'entraîner pour ne plus prendre de coups, justement, et de ne pas manquer des matchs bêtement suite à ces petits problèmes de commotion. Mais la connexion cette année, si Tua peut rester en forme, ça va faire mal. Donc les 2 milliards, c'est possible. Il peut aller chercher Justin Jefferson cette saison. En parlant des 2 milliards, c'est un objectif. Hein. On n'a pas mis la barre des 2000 comme ça parce que c'est complètement délirant. C'est Tyreek Hill qui, dans une interview ou dans un podcast au mois de juillet, a dit « Mon objectif cette saison, c'est 2 milliards de réceptions et le Super Bowl. » Voilà. Les choses ont été posées clairement. Alors à ce moment-là, on se dit est-ce que c'est possible ou pas? On rappelle que l'an dernier, il fait 1710 yards avec Tua Tagovailoa qui ne joue pas dans certains matchs. Et sans vouloir manquer de respect à personne, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que recevoir des passes de Skylar Thompson n'est pas forcément la même chose que de Tua Tagovailoa. Donc voilà, ceci étant dit, est-ce que du coup on se dit il peut faire ses 290 yards de plus? Juste avant que tu répondes, Seb, 2 éléments de réponse. Sachant que si il continue sur cette dynamique, j'ai vu tout à l'heure qu'il est sur les bases après ce premier match d'une saison à 3655 yards. Ce qui est quand même pas mal, mais ce n'est qu'un match. Mais surtout, et c'est là que c'est plus intéressant, il n'a besoin que j'ai envie de dire, de 111 yards par match à présent pour arriver à cette barre des 2 milliards. Ça semble quand même pas impossible. Ce sont des chiffres qui sont fous. Qui sont fous, enfin, dans le sens où vraiment, je le trouve extraordinaire de se dire qu'avec un petit peu plus de 100 yards par match,
il peut franchir cette barre des 2000. Je lui souhaite. En plus, moi, je serais super content de vivre une saison où on a un joueur, on a un receveur qui passe la barre des 2 milliards. Après, la route est longue, hein. La saison ne fait que commencer. Il peut se passer beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, il faut que toi, Tagovailoa, puisse rester en bonne santé parce qu'il faut quelqu'un pour lui envoyer des bons ballons. Il faut que lui-même, Tyreek Hill, reste en bonne santé, ce qu'on lui souhaite, hein, évidemment, que nos auditeurs ne se leurrent pas Ah sur ce oui, point. non, oui, non. Alors surtout, déjà, on souhaite à personne de malheur, mais encore moins Bien à sûr. Tagovailoa parce qu'on a bien peur que le moindre malheur puisse être dramatique. Donc, Mais exactement. Donc, c'est possible, mais la route est longue. sachant que les prochains matchs des Dolphins, c'est les Patriots, les Broncos pour la semaine 2 et la semaine 3. Donc, autant dire qu'il devrait... Bon, alors la défense des Patriots, ça n'a pas été forcément ridicule hier, une fois qu'elle a passé le premier quart-temps. Mais voilà, ça reste des équipes contre qui il peut encore plutôt bien performer. En parlant de bonne performance, là je vais me tourner vers Seb, parce que forcément, c'est son équipe. C'est ceux dont on est obligé de parler aujourd'hui, c'est les 49ers de San Francisco. Alors, les 49ers, ça a été simple. Défensivement, ils ont tout de suite mis leurs pattes sur le match. Offensivement, ils ont tout de suite mis leurs pattes sur le match. Bref, ils ont mis une grosse patte sur le match et ils l'ont jamais lâché. Victoire 30-7 chez les Steelers de Pittsburgh. D'aucuns nous diront, oui, ce ne sont que les Steelers. D'accord. Ceci étant mis de côté, il n'en reste pas moins que la performance des 49ers hier, mon cher Seb, est quand même particulièrement accomplie. Particulièrement accomplie, particulièrement complète. Moi, j'ai passé un excellent week-end, hein, en ce qui me concerne. je, ne, je ne vais pas le cacher. Bien sûr, on pourrait dire ce ne sont que les Steelers, mais les Steelers, ça reste quand même une équipe qui, on l'a déjà dit, peut rester compétitive au match par match. Moi, je les estime un petit peu trop justes encore pour jouer les premiers rôles dans leur division, mais ça reste une équipe avec qui il faut être prudent, en particulier à domicile. Du côté des Niners, le match a vraiment été plein. Purdy qui lance 4 touchdowns sur 4 drives consécutives, qui fait briller Brandon Ayuk. On a un Christian McCaffrey qui a été particulièrement tranchant avec 152 yards en 22 portées et un touchdown. Le point qui me chagrine, ça reste celui que j'avais relevé en début de saison, c'est l'offensive line, qui, sortie de Trent Williams, reste quand même un peu suspecte. On a quand même un Brock Purdy qui se fait saquer 3 fois. 3 fois par le même homme. Et 3 fois par un, Et oui. quel Alors, homme et quel homme, voilà, je vais y revenir. Et quant à la défense, c'est tout à fait dominateur. C'est 41 yards concédés au sol, dont 24 sur une seule course en première mi-temps. Warner et Greenlaw au four et au moulin, comme d'habitude, et 3 sacs pour Drake Jackson. Donc, au niveau défensif, pas grand-chose à dire. Au niveau offensif, donc, des questions sur cette O-line, et en effet, 3 sacs par un seul homme, et quel homme, TJ Watt, mais qui a été bien seul, hein, du côté de la défense de Pittsburgh, parce que voilà, moi je ne l'ai pas trouvé très épaulé par ses collègues. Et puis sur le backfield, oui, Patrick Peterson, avant le match, il dit je vais intercepter le gamin, et puis il prend 2 touchdowns sur le nez, marqués par Ayuk. Bon, dans la vie, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc moi je reste un peu inquiet sur cette offensive line. Alors certes, en face, c'est TJ Watt. TJ Watt, c'est une machine, c'est un des meilleurs joueurs à son poste. On savait qu'il allait faire du mal, et il en a fait, donc c'était pas inattendu. On va quand même éviter d'avoir un QB qui vient de se faire reconstruire le coude, qui prend 3 sacs par match. Je crois qu'il a pris, alors j'ai pas le chiffre ici sous les yeux, mais il a pris quelques 8, hein, aussi, il en a pris quelques-uns. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je serai vigilant, du côté des 49ers. Arthur, sur ces 49ers, on a quand même une équipe qui a été peut-être la plus impressionnante de cette semaine. On parlera des Cowboys juste après. Ça doit se jouer entre ces deux-là. La suite du programme pour les 49ers, ce sont les Rams, les Giants, les Cardinals sur les 3 prochaines semaines. Est-ce qu'ils peuvent déjà se positionner comme, j'ai envie de dire, un candidat crédible au titre au moins en NFC?
Les 3 matchs qui viennent, ils sont largement à portée du club sur le papier. Après, attention, dans l'eau, il peut toujours y avoir un match piège, mais hier, moi j'estime qu'ils ont fait, je pense qu'on pourra dire la même chose des Cowboys quand on y reviendra. Ils ont envoyé un message, ils ont fait une démonstration de force. Qui était clairement le message, c'était clairement le suivant. Voilà. Ne nous prenez pas à la légère. Tout le monde parle de Philadelphie, mais ne nous prenez pas à la légère. La saison dernière, c'est les blessures qui nous ont battus et pas les Eagles. Donc, attention. Arthur, toi, c'est un avis sur cette équipe des 49ers? Elle te semble déjà bien rodée. Honnêtement, c'est ce que j'attendais d'eux. Une défense au top, comme toujours. C'est la qualité principale, je pense, de l'équipe. Un Brock Purdy qui m'avait l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui revient d'une longue blessure au coude. Comme a dit Seb, la ligne offensive, bon, certes c'est TJ Watt, mais il faut quand même faire attention. Mais sinon, je ne vois pas vraiment de gros défauts pour San Francisco. Et concernant les prochains matchs, c'est atteignable pour eux, largement. Mais attention à un petit coup de moins bien. Je pense notamment peut-être face aux Rams qui ont été la surprise. Donc peut-être peuvent-ils recréer la surprise face à San Francisco. Je pense pas, mais on sait jamais. Brock Purdy, à l'occasion, tant qu'on parle des Niners, Brock Purdy qui est rentré dans l'histoire de la NFL hier, puisqu'il vient de devenir le premier quarterback de l'histoire à réussir 6 victoires sur ses 6 premiers départs en saison régulière et à lancer au moins 2 touchdowns dans ses 6 premières rencontres de saison régulière, ce que aucun quarterback jusqu'à lui n'avait réussi en NFL. Donc voilà, Brock est rentré un peu plus dans l'histoire de cette saison 2023. Et Dieu sait si, à mon avis, il n'a pas terminé sa moisson, notre ami Brock. De toute façon, moi je milite pour qu'il rentre déjà au Hall of Fame. Hein, donc, Oui, t'es comme Tom Brady avec le Hall of Fame des Patriots, sans délai de carence, sans rien, il rentre voilà. Voilà. Dès sa 2e année, c'est bon, first ballot Hall of Famer. Eh oui, bien sûr, évidemment. Nous, on milite tous pour ça, notamment parce qu'à chaque fois qu'on fait un article sur Brock Purdy, ça marche très bien sur le site. On a une Purdy base. Je sais pas pourquoi, mais enfin, ça marche toujours très bien. Donc, on l'aime beaucoup, Brock. On espère qu'il restera très longtemps en NFL. On passe au flop, les amis, de cette première semaine de compétition. Et le premier flop, on salue Yaya, on salue Bertrand, on salue Charles, ce sont les Giants de New York. Non pas que ça nous fasse plaisir, parce qu'on ne déteste aucune équipe. Mais non, mais par contre, on aime bien chambrer les copains. Et on nous a tellement rebâché les oreilles avec ces Giants de New York que bon, voilà. Yaya, je te conseille de quitter Twitch pendant 5 minutes. Je crois que Yaya nous a perdu depuis quelques temps. On salue de là où il est. Et on salue aussi Charles qui a eu le courage de faire le résumé du match. Et ce qui ne va pas être facile quand tu prends 40-0 quand même. Donc on rappelle le score, hein. 40-0 pour les Cowboys de Dallas. Arthur, première question. Est-ce que ce sont les Cowboys qui ont été très forts ou les Giants qui ont été très mauvais? Un peu des deux. J'ai regardé vite fait le résumé du match ce matin avant d'aller. Oui. Non, honnêtement, oui. Yaya ne m'en veut pas, mais non, mettre 0 points dans un match, c'est pas possible, c'est inacceptable. Non, c'est une grosse déroute de New York. Eux qu'on les attendait quand même un petit peu, vu leur parcours quand même de la saison dernière. Ils ont été jusqu'au Divisional Round. Ça c'est mal fini, mais c'est pas grave. Et là, prendre 40-0 d'entrée par Dallas, merci Yaya. Prendre 40-0 d'entrée par Dallas, c'est... Non. Dallas a été fort, ce jeu. C'est comment dire, c'était quand même attendu, mais personnellement, je m'attendais pas à ce score, je m'attendais pas à une telle déroute. Mais il faut se remobiliser. Conseil de classe, avertissement.
Rendez-vous la semaine prochaine. Peut mieux faire, enfin on l'espère pour eux. Je vais non pas remuer le couteau dans la plaie, mais je vais rappeler le tweet qu'a mis notre boss ce matin. Donc hier soir, les Giants ont été la première équipe de l'histoire de la NFL à réussir un match avec une défaite de 40-0 ou pire, une bataille de sacs perdue 7-0 ou pire, une bataille de turnover perdue 3-0 ou pire, un field goal bloqué et retourné pour TD, et qui a lancé un pick six. On n'avait jamais vu ça de toute l'histoire de la NFL. Jamais, jamais, jamais. C'est même question que pour Arthur. C'est les Giants qui ont été très mauvais ou les Cowboys qui ont été très forts? Question difficile parce que quand tu vois l'ampleur du score, tu te demandes, bon, qu'est-ce qui a pu mal se passer? La réponse qui vient à l'esprit, c'est tout. Voilà, tout s'est mal passé. Alors moi, voilà, on a une O-line qui a été incapable de protéger son quarterback du côté de New York. Ce pauvre DJ, il fait 15 sur 28, 104 yards de touchdown. Il se fait saquer 7 fois par 5 joueurs différents. C'est insupportable. C'est insupportable de voir ça. Et une fois de plus, si c'est une tendance, elle est très, 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 très inquiétante. Du côté des Cowboys, ce qu'il y a, c'est que offensivement, ils n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent. Je veux dire, Prescott, il a complété 13 passes pour 143 yards. Tony Pollard, 2 touchdowns, 82 yards en 16 portées. Je crois qu'avec leurs starters, les starters de Dallas sur ce match, c'est 257 yards et 27 points. Donc, en plus, on a l'impression que les Cowboys n'ont pas eu besoin de faire grand-chose. Quant à la question, est-ce que New York a été très mauvais, est-ce que Dallas a été très bon? Je pense qu'il va falloir attendre les semaines qui viennent pour avoir une réponse là-dessus. Ce qui fait mal, ce qui est très décevant, c'est que on a une équipe des Giants qui a accroché les playoffs la saison dernière, qui est censée se battre pour la deuxième place de cette poule, justement, avec les Cowboys. Parce que ce soit l'un ou l'autre club, la marche est trop haute pour eux pour aller taquiner les Eagles, à mon avis, pour le moment. Et puis, dès la première rencontre entre ces deux dauphins putatifs de la poule, il y en a un qui clairement marche sur l'autre. On passe au coach. Maintenant, on va pas trop en faire sur les Giants. Hein. Je pense on va leur laisser se reposer. Hein, parce que, pas s'acharner sur le cadavre. On les a tapés. Non, mais en plus, ils ont vécu une journée terrible parce que tu penses que quand ça arrive dans la red zone de s'en prendre 40, bon, déjà, tu le vois, tu vois. Mais c'est noyé au milieu d'autres matchs. Là, c'était en prime time, ils étaient tout seuls. C'est terrible. C'est absolument terrible. D'ailleurs, on sent notre tristesse. Voilà, c'est terrible. Non, mais blague mise à part, on ne souhaite aucun mal aux Giants, bien évidemment. C'est juste pour chambrer un peu les copains. Ils se vengeront dès que les Saints se prendront 47-0 par je ne sais qui. En parlant des Saints, on va pas du tout en parler, mais on va parler de Sean Payton un petit peu, qui n'est plus chez les Saints, hein, on le sait bien, il est chez les Broncos. Mais il a perdu hier, et aucun nouveau coach à son poste, donc au poste de head coach cette année, n'a gagné lors de cette semaine 1. Donc Sean Payton a perdu avec les Broncos sur le score de 17-16, si je ne dis pas de bêtises, contre les Raiders. On a eu la défaite aussi d'Indianapolis avec leur nouveau coach face aux Jaguars, 31-21. La défaite pour les Cardinals, 16-20 contre les Commanders. La défaite pour les Texans, 9-25 contre les Ravens. C'était difficile cette première soirée pour les coachs dits novices, hein, même si encore une fois Sean Payton n'est pas un nouveau coach, mais il vient de revenir dans la NFL. Quel est, Arthur, pour toi, de ces 4 défaites, celle qui est le plus surprenant et, à l'inverse, celle qui est la plus encourageante? Alors, juste, je retourne voir. Donc, dans les coachs novices, donc il y avait Denver. Il y avait Denver, Houston, Indianapolis et Arizona.
J'ai dû en oublier un, je sais pas pourquoi. J'ai- Enfin, je crois que c'est un V5. Attends, je dis peut-être une bêtise. Enfin bon, on va noter ces 4-là déjà. Et on Ah, a et puis il y avait Frank Reich avec les Panthers. Frank Reich avec les Panthers. Honnêtement, j'ai pas forcément de gros flops au niveau des nouveaux coachs, enfin de grosses déceptions. Parce que d'une part, la grosse majorité jouait avec nouveaux quarterbacks, nouvelles armes offensives. Du coup, faut être indulgent avec ces jeunes rookies qui seront le futur de la ligue. Donc, j'ai pas forcément envie de leur taper dessus. Après, Sean Payton, c'est pas un flop pour moi parce que quand on compare Denver d'il y a un an à Denver d'aujourd'hui, c'est encourageant. Même si ça se solde par une défaite, c'est très très encourageant, je trouve. Ah, moi, C'est je te juste trouve gentil. Indianapolis. Je te trouve gentil sur Denver, honnêtement. Hein. Moi, personnellement, je sais pas ce que Seb en pense, mais les Broncos, franchement, Je sais te dire. perdre 17-16 à la maison contre les Raiders, donc dans un duel qui normalement il leur était plutôt favorable. En fait, j'ai l'impression d'avoir revu moi la même bouille que l'an dernier, c'est-à-dire que c'était un poil mieux offensivement, mais enfin, ça se repose sur la défense et devant, c'est quand même pas fifou, hein, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Ouais, moi, Non, mais je trouve que Russell Wilson s'est amélioré par rapport ça pouvait pas être pire. à sa Ah oui, et terrible puis il a saison. un coach maintenant, c'est déjà ça. Non, mais oui, mais je trouve réellement que j'ai retrouvé un petit peu du Russell Wilson des Seahawks. Je dis pas que c'est le même, mais c'est un peu plus encourageant qu'il y a un an. Ouais. Donc je veux juste noter un petit point de progrès de ce côté-là. Après, bon, oui, c'est que Las Vegas, donc qu'est-ce que ça va être contre Kansas City? Mais non, j'ai pas envie de taper sur Sean Payton. À noter d'ailleurs, Pas maintenant. en parlant d'anciens des Saints, la mauvaise performance de Will Lutz, le kicker, qui Mm. pourtant était considéré comme quelqu'un d'extrêmement fiable à la Nouvelle-Orléans, et Dieu sait si j'ai fréquenté plusieurs années. C'était quelqu'un vraiment qui était considéré comme fiable. Il a raté un extra point, il a raté un field goal. Clairement, ça fait la différence au bout du compte parce que quand tu perds d'un point, ça se sent. Hein. Ah, Donc, voilà. moi, sur ce point-là, Flav, je suis de ton avis. Pour moi, le biggest loser de ces coachs novices, et encore je mets des guillemets à novice en l'occurrence, c'est Sean Payton. Peut pas te permettre de perdre contre Las Vegas à la première journée. C'est un À la match de maison en poule plus. à la maison en plus. Puis c'est un match de poule. On sait que la poule, en plus, cette poule-là, elle va pas être marrante. S'il y a un club qui en sort, ce sera peut-être le bout du monde. Ça va se battre contre des chiffonniers. Et quand tu es Sean Payton, tu peux pas te permettre de lâcher ce genre de match. En particulier après les déclarations que tu as pu faire durant l'intersaison, disons que gna gna gna, les coachs précédents, ils ont quand même bien foutu le bazar et maintenant il faut balayer derrière. Non, non, je suis désolé, pour moi, en termes de coaching, c'est le gros flop de cette semaine. Petit fun fact, les Raiders sont en tête de leur division. Qu'ils en profitent. Qu'ils en profitent. Ah oui, c'est les seuls à une victoire. C'est quand même, voilà. Il y a pour certaines équipes, Oui. il faudra arrêter le calendrier maintenant. Autant le dire qu'en semaine 2 ou 3, on ne pourra plus faire ce genre de tweet. Hein. Donc, c'est le moment de les sortir. Hein. C'est le moment où jamais. D'ailleurs, en parlant de ça, soyez attentifs aux tweets qui vont sortir demain parce que je sais qu'il y en a un qui est en préparation qui plaira beaucoup, notamment aux fans des Falcons. Et ça, Bah. je n'en dis pas plus. En parlant de fans de franchises qui ne gagnent jamais, on passe aux Bengals. Oh, elle est méchante, hein, celle-là. Elle est méchante, Le cette phrase. tacle avec les crampons en avant, là. Bon, les Bengals de Cincinnati comment qualifier leur match? Je vais laisser le fan de la franchise le qualifier. Euh, Défaite 24-3, moi je vais me contenter des faits. Défaite 24-3 contre les Browns de Cleveland. Heureusement que McPherson était là pour mettre 3 points. Il faisait moche. Les Bengals ont rendu une copie tout aussi moche. Joe Burrow finit à 82 yards à la passe. Jamar Chase 39 yards en réception. 75 yards à la course. Qu'est-ce qu'on en dit, Arthur?
C'était nul. Il n'y a rien à Merci. du match. Je pourrais essayer de tirer un point positif, mais il n'y en a pas. Joe Burrow qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire de la NFL, qui fait un match, les stats en disent de même. En dessous de 100 yards, quand on a des joueurs comme Burrow, Chase, Higgins, même Boyd, même Joe Mixon, et qu'on a ces stats-là, il faut se remettre en question. C'était du grand Bengals, j'ai envie de dire. Au début, ça allait, entre guillemets, défensivement, parce que ça encaissait pas de points, ça faisait des turnovers et tout. Mais j'ai l'impression de retrouver du Bengals d'il y a un an. On commence fort, on finit, défensivement, et on finit mal. On se prend plein de points. C'est peut-être ça le pire. Je te redonne la parole tout de suite, Arthur. Et effectivement, je viens de retrouver les stats complètes du match. Et il n'y a aucun turnover pour les Bengals, aucun fumble, aucune interception. Ils ont été moins pénalisés que les Browns. 4 pénalités, 20 yards contre 5,43 pour les Browns. Tu te dis, c'est quand même... par contre, ils ont 142 yards offensives alors contre 350 pour les Browns. Oui, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas d'erreur comme il y a un an face à Pittsburgh de Joe Burrow. Là, aucun turnover et ce score et ces stats, c'est incompréhensible. Même McPherson, qui a mis les 3 seuls points du match, a réussi à louper un field goal. Lui, qui est quand même un sacré kicker. Non, certains vont sortir l'excuse de ouais, les Bengals commencent toujours leur saison pitoyablement, puis on voit le résultat, mais il y a un an, ça joue en overtime, là, ça se joue, ça joue pas. La stat peut-être qui fait le plus mal, celle pour les Bengals, c'est le 0 pointé en red zone. Ils n'ont jamais été en red zone de tout le match. C'est quand même assez inquiétant pour une attaque qui est censée être l'une des plus dynamiques de la ligue. Ils sont jamais en red zone. Ils prennent 7 3-and-outs dans le match. Ils puntent 10 fois. Au moins, le punter, il aurait pu prendre une part du contrat de Joe Burrow. Ah bah lui, il a mérité son pognon. En plus, il est rookie. Il a mérité son pognon, il y a pas de souci là-dessus. Alors non, c'est quand même pas le seul, parce que il y a quand même quelque chose d'intéressant du côté des Magas tout de même, c'est leur pass rush, puisque ils saquent Deshaun Watson 3 fois, et moi je trouve que pour eux défensivement c'est quelque chose d'encourageant. Après, du côté des Browns, attention, moi je pense que l'impact de Jim Schwartz, il se fait sentir sur ce match. Ils ont blitzé plus de 50% de leur jeu en défense. On a un backfield qui a mis les Bengals, les receveurs des Bengals sous l'éteignoir. Myles Garrett et Zadarius Smith qui ont été dans la phase de Joe Burrow pendant tout le match. Non, ils ont fait de leur côté un match plein. Ils ont été très très bons au sol avec 206 yards au total, donc ils leur ont marché dessus. En ce qui me concerne, pour paraphraser Michael Caine dans The Dark Knight, je déteste vous dire que je vous l'avais bien dit, mais je vous l'avais foutument bien dit, que Cleveland allait l'emporter. Par contre, je m'attendais quand même pas à une victoire de cette ampleur. D'habitude, les premiers matchs de saison des Bengals depuis 3 ans, c'est des affaires assez tendues qui se jouent à 3 points. Là, c'est ce qu'on appelle une bonne dégelée. Après, ça peut peut-être sonner le réveil aussi. Ça peut être un wake-up call. Une fois de plus, trop tôt pour juger du niveau réel de ces équipes. Mais encore une fois, dans une division qui va être très disputée, c'est dommage pour Cincinnati de lâcher ce match. Je tiens à revenir aussi sur Nico dans le chat qui dit la ligne offensive, c'est toujours pas ça. Ça a été le gros problème la saison dernière. Ils ont tenté. Et il y a 2 ans. Orlando, comment ? Et il y a 2 ans aussi. Oui, c'est ce problème depuis. Ça fait plusieurs années que c'est un gros problème. Non, oui. Ils ont signé Orlando Brown Jr. de Kansas City pour améliorer cette ligne. Franchement, c'est toujours le même problème. Aucun temps pour Burrow pour lancer la balle. Des sacs à répétition et voilà.
Il faudra s'améliorer de ce côté-là. Alors, je reprends la question de Biotime qui nous a posé au tout début de notre débriefing. Ah. Votre résultat le plus surprenant d'hier soir. Seb, ton résultat, le résultat qui, toi, t'as le plus... tiens, ça alors. Ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète. Moi, je dirais la défaite de Minnesota contre Tampa, tu vois. J'ai envie d'aller là-dessus parce que je n'imaginais pas les Vikings, même si, je me répète, c'est une équipe en fin de cycle, perdre face à un club comme Tampa Bay. Donc pour moi, ça a été une vraie surprise quand j'ai regardé les résultats. Arthur, pour toi, le résultat le plus surprenant d'hier? J'en ai deux, mais je vais en choisir un. Oui. C'est ce qu'on demande. Non, c'est Dallas et New York. Ah oui, vas-y, remets-en une Ouais. couche. Non, mais oui, mais non, le zéro, il passe pas. Le zéro pointé, il passe pas. Même si la défaite Mais tu était sais, envisageable, le zéro il y a des pointé gens passe pas. très bien il y a des gens très bien qui ont fait des zéros pointés. Je me souviens de Tom Brady avec les Buccaneers qui avait fait un zéro pointé contre les Saints, par exemple. C'est vrai? Bizarrement, tu t'en souviens pas. Bah, écoute, on se Bizarre. souvient des seuls moments de gloire qu'on a. Hein. Qu'est-ce que je te dis? On fait ce qu'on Mémoire peut. sélective. On fait ce qu'on peut, si tu veux que je te dise. Eh ben moi, je vais prendre un résultat dont on n'a pas parlé, c'est la victoire des Packers. Le 38-20 des Packers contre les Bears. Alors, Ouais. on soit d'accord, j'attendais pas grand chose des Bears, voilà, Mhm. mais quand même, gagner de 18 points avec 38 points marqués, des performances, il y a notamment un très joli pick six, des performances de jeu renversé, bref, j'ai trouvé les Packers plutôt intéressants hier soir dans ce que j'en ai vu, hein, parce que je vais pas vous mentir, j'ai regardé la radio, mais pas le match en intégralité, mais j'ai trouvé les Packers plutôt intéressants, puis en plus je sais que ça fera plaisir à Biotime parce qu'il est fan des Packers, mais franchement, je m'attendais pas à ce que les Packers gagnent de presque 20 points contre les Bears hier en passant 38. Voilà. C'est intéressant ce petit tour de table parce qu'en fait, on a tous une idée différente de ce qui a été le résultat surprise de la semaine et tous pour des raisons différentes. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Et alors Nico dit dans le chat, et c'est pas faux, il y a les 21 points des Colts contre les Jaguars qui, Mm. alors Oui. les Jaguars ont gagné 31-21, donc on peut se dire tiens c'est bon, ils ont gagné voilà de 10 points machin. Il faut rappeler quand même qu'à 7 minutes de la fin, les Colts sont toujours devant. Hein, Mm. c'est quand même ça s'est joué vraiment de pas grand chose pour les Colts, avec notamment Anthony Richardson qui a été plutôt intéressant. Ouais. Et je pense Très que intéressant. 21 points de la part des Colts dans les, on va dire dans le contexte dans lequel ils sont, c'était plutôt inattendu. Hein. Oui, non, très, très clairement. Et voilà, il a même failli mettre un doublé, Richardson, puisque il s'est fait arrêter à 2 yards de la end zone en toute fin de rencontre. Et d'ailleurs, il s'est légèrement blessé sur le contact. Et c'est Gardner Minshew qui avait terminé la partie. On a fait le résultat le plus surprenant. Maintenant, l'action qui vous a le plus marqué dans cette soirée de NFL. Seb, je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, Oui, mais je te évidemment. laisse la parole. Mais pour moi, il ne peut qu'y en avoir qu'une, évidemment. C'est la course de 65 yards pour un touchdown de Christian McCaffrey en deuxième mi-temps contre les Steelers. Moi qui suis en plus un vieux fan de jeu au sol, je pleurais. C'est simple, je pleurais. N'hésitez pas, avant qu'on referme le chat, à nous dire vous aussi votre action qui vous a le plus marqué dans cette journée de NFL. Arthur, toi, si tu devais sortir une action, il va me dire j'en Euh... ai quatre. J'en ai Non, 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 quatre, non, je non. vais choisir une. Non, par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai perdu le nom du joueur. Ah, c'est embêtant. Ah oui. Dis-nous, on va t'aider. Receveur Jaguar. Le receveur des Jaguars, Calvin Ridley. Oui, voilà, Calvin Ridley, pardon. Non, c'est pas forcément, c'est pas comme Seb où c'est impressionnant, mais enfin quand même un peu. Il a quand même inscrit un touchdown après plus de 600 jours d'inactivité dans la ligue et je trouve ça beau. Ouais. Un beau retour. C'était pas le plus beau touchdown, même si Non, mais c'est symbolique. Voilà. Ouais, c'est très très symbolique et bon voilà, je vais rester là-dessus. Et il y a Nico qui nous dit, et c'est très juste, l'action des Packers sur le touchdown avec un magnifique jeu
renversé et qui part à gauche et qui est renversé sur la droite, qui est absolument splendide. Et d'ailleurs, Vincent nous a fait un très beau tableau noir que je vous invite à retrouver sur The Free Agent sur le site, où il décortique absolument toute l'action, et c'est très intéressant. Alors moi, l'action que j'ai choisie, c'est toujours dans le match entre Jacksonville et Indianapolis, c'est le splendid touchdown de DeForest Buckner. Ce touchdown-là, vous l'avez vu, les gars, ce touchdown-là? Non, je ne l'ai pas vu. Ah bah alors, Non, je te pas conseille encore, pas encore, vivement. mais oui. Ah bah alors là, je te conseille vivement, en raccrochant de ce live, d'aller voir ce touchdown absolument incroyable, où en fait, il y a un fumble, donc Trevor Lawrence lance le ballon, il se fait toucher le bras, le ballon arrive, je ne sais plus, je crois que c'est Bigsby, mais je suis pas sûr. Je veux pas lui porter, voilà. Et Bigsby garde le ballon comme ça, collé à lui, debout, en pensant que les arbitres ont sifflé, tout le monde s'arrête de jouer. Sauf DeForest Buckner, qui pique le ballon à Bigsby et qui s'en va marquer tout seul dans la zone. Oui, Et les je l'ai arbitres vu pendant les n'avaient highlights. pas oui. sifflé. Non, mais C'était drôle. c'est quand même l'une des actions, je trouve, un peu what the fuck de la soirée. Tu te dis, Exactement. comment mettre 7 points gratuitement? Tu vois, voilà, c'est comme ça. Rappelons que sur les 21 points des Colts, 7 ont été inscrits de cette manière-là. C'était juste pour les saluer, on salue tous les fans des Colts d'Indianapolis. Non, mais il a fallu quand même la malice du joueur pour se dire, bah tiens, les arbitres ont pas sifflé, je continue l'action, alors que tout le monde Oui, s'est arrêté. tout à fait. Il aurait très bien pu s'arrêter aussi, et il ne l'a pas fait. L'intelligence situationnelle. Tout à fait. Merci Seb, merci Arthur. Juste avant de refermer ce podcast, je vous rappelle les prochains rendez-vous. On se retrouve jeudi donc à 21h pour un nouveau tailgate où on parlera bien évidemment du match du Thursday Night Football. Je crois que c'est Vikings Eagles, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ça. Donc je vais le rechercher pendant que je fais la reste du point. C'est ça, c'est Philadelphie, Minnesota, tout à fait. C'est Eagles Vikings. Donc on se retrouvera pour présenter cette rencontre-là. On se retrouve aussi dimanche à 17h30 pour tous les matchs de la Red Zone, pour la présentation de tous les matchs avec Yaya. Et à 21h, une nouvelle fois pour le débriefing de la Week 2. Ce sera la semaine prochaine à 21h. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et on se dit à tous à très vite. Bonne soirée, bonne journée à tous. Salut, salut.